Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bonjour Julien, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Bonjour à tous, bonjour Stéphane, bonjour Julien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'émission Parlons Crypto, notre rendez-vous hebdomadaire pour parler blockchain et crypto-monnaie. Alors Thibaut, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Alors, est-ce que tu te souviens, il y a quelques semaines, on avait fait une émission avec les équipes de Start Mining sur le minage de crypto. Ah oui, je me souviens bien, avec Samy Barragan et Thibaut Spanier, c'était super intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu ou entendu cette émission, l'émission est disponible en replay sur la chaîne YouTube de Parlons Crypto. C'est ça, c'était celle-ci. Et on s'était dit en fin d'émission que c'était un sujet super intéressant, qu'il y avait encore plein de choses à dire, on n'avait pas pu tout couvrir et qu'il faudrait qu'on en reparle. Et bah du coup, on va en reparler aujourd'hui. Et on va parler d'une branche un petit peu particulière du monde du minage, c'est ce qu'on appelle les pools de minage, donc on y reviendra. Eh bien oui, vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de l'émergence des cryptos, des NFT, vous avez envie de comprendre cet univers qui s'offre à nous, eh bien Thibaut et moi-même allons décrypter pour vous et vous faire découvrir cet univers passionnant. Passons donc au sujet du jour, on va parler des pools de minage. Et pour parler de ce sujet qui semble abstrait pour la plupart d'entre nous, nous recevons aujourd'hui Julien Gourlet, qui est le CEO et le fondateur de Helium, qui aura, avec bien sûr notre soutien, la noble mission de vulgariser tout ça. Bonjour Julien. Bonjour. Alors avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, première question un peu traditionnelle chez nous, d'où tu viens ? Quel est ton parcours ? Est-ce que tu peux te présenter ? J'ai plutôt un parcours d'entrepreneur. J'ai commencé assez tôt, j'ai monté ma première boîte à 23 ans, on faisait des maquettes virtuelles en 3 dimensions pour l'architecture et l'urbanisme. Une boîte avec laquelle j'ai commencé à avoir des difficultés au moment de la crise des subprimes, puisque nos principaux clients étaient des architectes et des promoteurs immobiliers. Donc première expérience super enrichissante. Et puis voilà, j'ai fait pas mal de choses après et j'ai fini par créer Helium en 2017. Voilà. C'est fou comme ces entrepreneurs de la blockchain viennent d'univers à ce point-là différents. Alors c'est quoi Helium ? Alors, Helium, c'est une société que j'ai créée en juillet 2017, donc qui opère la plateforme Cruxpool, qui est une pool de minage de crypto-monnaies. Alors, il faut que tu nous expliques ce que c'est qu'une pool de minage de crypto-monnaies et par extension ce que c'est que Cruxpool. Alors, c'est un sujet qui est quand même assez complexe, mais pour le vulgariser, une pool de minage a plusieurs fonctions. La première, c'est une fonction technique. Elle va garantir, assurer la transmission d'informations entre la blockchain et les mineurs de crypto-monnaies qui font le travail, donc qui utilisent de la puissance de calcul pour sécuriser les différentes blockchains qui utilisent le système de Proof of Work. Et la deuxième fonction d'une pool de minage est une fonction purement financière, puisque l'émission monétaire dans les systèmes de Proof of Work sont garanties par les pools de minage. Et donc elles redistribuent par le reward des blocs, puisqu'à chaque bloc créé, il y a un reward qui est associé, donc elle redistribue ces rewards auprès des utilisateurs. Alors, on va juste expliquer, mais en 3 mots, vraiment de façon hyper synthétique, tous les termes qu'on a utilisés. Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain ? Et qu'est-ce que c'est que le minage ? Et pourquoi est-ce qu'il est quelquefois nécessaire, et on verra que c'est pas toujours le cas, dans une blockchain ? On va revenir sur ces concepts. Ok, alors la blockchain, c'est principalement une base de données décentralisée, ouverte à tous, qui est organisée comme son nom l'indique en chaîne de blocs. C'est-à-dire que vous allez ajouter des blocs de manière récurrente, très, très fréquemment, toutes les 15 secondes pour la blockchain de l'Ethereum. Donc ça permet en fait, ça ouvre des portes qui sont assez extraordinaires, puisque globalement, c'est structuré de telle manière à ce que vous pouvez raconter une histoire. Vous pouvez changer d'état, donc faire circuler notamment des actifs et avoir une historique. Ce serait un peu comme un livre dont on conviendrait qu'on écrit les pages tous ensemble. Et pour valider le contenu du livre, il faut que tous les acteurs de ce livre le scellent de leur signature. C'est exactement ça. Et ça permet d'opérer la traçabilité dans le temps de tout ce qu'on a écrit dans le livre, en l'occurrence de toutes les transactions qu'on a passées. C'est exactement ça. Alors par analogie, le mineur, c'est quoi dans cet univers ? Alors dans cet univers, le mineur, c'est en fait celui qui va garantir, grâce à la puissance de calcul qu'il apporte au réseau, que chacune des pages de ce livre-là correspond bien à la réalité et a bien été par consensus
ce que tout le monde souhaite écrire dedans. Donc le mineur, il va venir signer, apposer son sceau sur cette page, et pour ça, on va le voir tout à l'heure, il faudra qu'il fasse un travail et pour lequel il va être rémunéré. Et donc la pool de minage, c'est finalement le fait que plusieurs personnes vont se mettre en commun pour effectuer ce travail de validation du bloc. C'est exactement ça, et ça vient répondre à une problématique qui a été très rapidement mise en lumière dans le monde du minage suite à sa professionnalisation et son industrialisation. Donc ça s'est passé vraiment dans les années 2012 en Chine. Donc les Chinois ont vraiment été précurseurs sur ce domaine-là. Et donc ça s'est organisé autour de deux écosystèmes, hein. Le premier écosystème, c'est celui de Shenzhen, où ils ont commencé à pousser le hardware pour faire exclusivement du minage de crypto-monnaies. Donc le hardware, c'est les ordinateurs. Les ordinateurs, donc c'était des ASIC, mais des ordinateurs spécifiquement créés exprès pour ça, faisant exploser la puissance de calcul du réseau Bitcoin à l'époque, puisque c'était la seule blockchain qui existait. Et donc une problématique a été tout de suite mise en lumière, c'est que les mineurs de crypto-monnaies seuls ne pouvaient plus miner de blocs. Donc la puissance de calcul nécessaire pour miner un bloc sur un laps de temps suffisamment cohérent et raisonnable pour que quelqu'un qui investit de l'argent ait une lisibilité, une forme de visibilité sur son retour sur investissement n'était plus possible. Donc les pools de minage, elles sont arrivées pour agréger la puissance de calcul de tous leurs utilisateurs et garantir de la liquidité aux mineurs, une liquidité qui est quotidienne. Mais juste pour remettre du contexte, en fait, c'est que historiquement, on avait la possibilité de miner du Bitcoin en fait avec son PC domestique. Alors techniquement, c'est encore possible de le faire, mais aujourd'hui, étant donné qu'il y a du matériel qui est dédié à ça, c'est beaucoup moins intéressant, en tout cas sur le plan économique. Mais donc on avait commencé comme ça, et effectivement, quand on s'est rendu compte que c'était intéressant, il y a des ingénieurs en Chine notamment qui se sont penchés sur le sujet et qui ont commencé à concevoir des machines dont le rôle était uniquement de faire ça et qui étaient optimisées pour ça et qui étaient du coup beaucoup plus puissantes et beaucoup plus efficaces. Et à ce moment-là, tu avais une concentration de la puissance qui était ramenée là-bas, et donc tous ceux qui minaient avec leur petit PC portable au Canada, en France, en Afrique ou n'importe où, du coup ils étaient plus suffisamment compétitifs, et donc il a fallu retrouver un équilibre, parce qu'il y a aussi un enjeu de transparence et d'équilibre dans le réseau qui fait que tu ne dois pas avoir un acteur, une entité qui détient plus de 51% de la puissance du réseau. Et donc les pools permettent de rétablir un petit peu cet équilibre. Parce qu'en fait, la validation des blocs, c'est finalement un peu comme un système de vote. Dès lors que 51% des acteurs se mettent d'accord, on considère que c'est validé. Donc si on imaginait qu'un jour, un acteur détienne l'intégralité des droits de vote, ou en tout cas la moitié, il serait à lui-même en mesure de faire passer des fausses informations dans cette blockchain. Et c'est ça, en fait, si je reformule, la problématique qu'on a eue quand on a eu en Chine cette très très forte concentration de la puissance de calcul, c'est qu'à un moment, ils sont devenus hégémoniques. Et donc, il a fallu à ce moment-là organiser d'autres pools de minage pour venir contrebalancer cette puissance de calcul extrêmement significative. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais puis après, du coup, la technologie s'est répartie. Et après, on a même eu d'ailleurs, je crois qu'on avait eu le sujet sur quand les pools se sont justement professionnalisés, avec des pools qui devenaient aussi importantes, parce qu'après, tu as eu des rassemblements qui devenaient très gros. Et il fallait aussi trouver cet équilibre. Donc, il a fallu avoir d'autres pools pour garder toujours cet équilibre. Et je crois qu'il y a même eu, c'était en 2014 ou 2015, je crois, une des pools qui a frôlé les 51%. Qui les a dépassés, GH.io. C'était en 2014, effectivement, une pool chinoise à l'époque, et qui avait plus de 51% de la puissance de calcul, ce qui a créé des problèmes en fait considérables, puisque la décentralisation n'était plus garantie, et donc la véracité de tout ce qu'on pouvait trouver sur la blockchain du Bitcoin n'était plus garantie. En fait, cette pool de minage pouvait réécrire la blockchain à sa guise, et donc s'attribuer en fait la plupart des bitcoins si elle l'a souhaité. Un peu comme un actionnaire qui aurait 51% des parts d'une société. Effectivement, un petit peu, sauf qu'il y a une dimension technique qu'on ne peut pas aborder parce qu'elle est extrêmement complexe, mais en réalité, c'est pas aussi simple que les votes. En fait, ça nécessite vraiment une réécriture de la blockchain avec une garantie que comme cette personne a plus de puissance de calcul que les autres, elle aura systématiquement la blockchain qui sera dite canonique. Parce qu'en réalité, dans l'activité de minage, on crée de manière à peu près constante des blockchains en parallèle. C'est toujours l'une d'entre elles qui est celle qu'on qualifie de canonique, c'est-à-dire celle qui va être conservée. Oui, mais ce qui est extrêmement vertueux et tout à fait intéressant, c'est que si je suis seul dans ma blockchain,
alors elle a plus de valeur. Donc finalement, le cercle est extrêmement vertueux parce que j'ai jamais intérêt à nuire à l'intérêt de ma blockchain, parce que sinon je vais réécrire la blockchain, je peux éventuellement m'attribuer tous les bitcoins du monde, mais dans ce cas-là, ils ont plus d'intérêt. Exactement. Mais c'est ce qui s'est d'ailleurs passé, parce que la notion de transparence, parce que du coup chacun peut le consulter, donc le fait est que cette pool prenne de la place, ça s'est vu, ça a été rapidement identifié, et d'ailleurs la pool elle-même a fait un communiqué pour dire oula, attention, on dépasse, il faut qu'on débranche. Et en fait, c'est elle-même qui a engagé la procédure pour redescendre en puissance, de manière à ce que ça se rééquilibre et ne pas faire peur au réseau. Je crois que le point clé, si je peux me permettre, dans cette affaire, c'est en fait la confiance qu'on va attribuer au réseau. Et cette confiance, elle va être rompue du moment qu'un acteur pourrait s'attribuer tous les droits et pourrait réécrire la blockchain. Passionnant. On se retrouve dans 3 minutes pour la deuxième partie de Parlons Crypto. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour, deuxième partie de Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous recevons Julien Gourlet, qui est le CEO de Helium. Alors Julien, on parlait pool de minage dans la blockchain. Et donc, est-ce que tu peux, au démarrage de cette seconde partie, nous redonner la définition de ce qu'est une pool de minage à la lumière des explications et des définitions qu'on a posées dans la première partie ? Alors, comme je l'ai indiqué, effectivement, une pool de minage, véritablement, elle va permettre à des mineurs de crypto-monnaies, dont principalement les compétences vont être de gérer du hardware, d'avoir accès à un coût d'électricité qui est faible. En fait, on va faire l'intermédiaire entre leur puissance de calcul et la sécurisation réelle de la blockchain. En fait, cette intermédiation, elle est extrêmement technique, elle nécessite beaucoup d'ingénieurs en informatique, pour diffuser du travail informatique auprès de ces mineurs de crypto-monnaies, pour garantir que ce travail-là est de la meilleure qualité possible et de maximiser la sécurité de la blockchain et la génération de blocs, puisque ce sont les pools de crypto-monnaies qui génèrent les blocs. Et donc, associé à chacun de ces blocs, il y a une rémunération en crypto-monnaie. Et notre deuxième rôle principal est de redistribuer cette rémunération à nos utilisateurs en fonction de leur participation à la création du bloc. Et du coup, pour un utilisateur, donc pour un mineur, qui soit particulier ou professionnel, aujourd'hui, comment ça se matérialise pour lui l'interaction avec une pool de minage? Comment il interagit finalement avec toi? Alors, le mineur, déjà, il va avoir des serveurs. Donc, ça peut être vraiment une personne qui a une carte graphique sur son ordinateur. Donc, comment ça se matérialise? Il télécharge un logiciel de minage qui va lui permettre, en fait, de faire calculer sa carte graphique dans l'objectif de miner. Donc généralement avec un ROI, c'est-à-dire ça va lui permettre de gagner de l'argent en crypto-monnaie. Il va indiquer en fait les serveurs qui souhaitent utiliser de Cruxpool ou d'une autre pool de minage. Et donc à partir de là, il a créé une connexion avec notre propre système. Ça veut dire que nous, on va lui envoyer du travail informatique de manière constante. On lui dit chaque seconde, tu dois travailler là-dessus. Et il nous renvoie des réponses informatiques qui sont générées par sa carte graphique ou par l'ASIC qu'il utilise. Et ces réponses, nous, on les traite. Et derrière, certaines de ces réponses s'avèrent être des blocs. Et quand c'est un bloc, on le soumet directement à la blockchain. Donc, grâce aux nœuds qu'on opère, les nœuds étant l'élément central de la blockchain, c'est les éléments sur lesquels la blockchain existe. Et donc, on soumet ce bloc à la blockchain et ce bloc se diffuse au travers les nœuds, à travers toute la planète. Alors, pour l'anecdote, j'ai souvent entendu qu'on minait avec des cartes graphiques, mais pourquoi est-ce qu'on mine avec une carte graphique? Comment est-ce que le graphisme intervient dans le minage? Parce qu'en fait, les calculs qui interviennent dans le minage de crypto-monnaies et de certaines crypto-monnaies, pas toutes, eh bien les cartes graphiques sont extrêmement efficaces pour résoudre ces calculs. C'est pas le cas de toutes les crypto-monnaies. C'est pas le cas, par exemple, du Bitcoin. Alors, ça l'était au début. Au début, le Bitcoin se minait en GPU. Puis, à partir de 2012-2013, on a vu des machines spécifiques arriver sur le marché qui ont complètement tué le marché. C'est-à-dire que les cartes graphiques n'avaient plus aucune capacité à être concurrentes dans cet écosystème. Donc, tu es en train de m'expliquer que pendant que mon fils dort, je peux utiliser la carte graphique de son ordinateur pour aller miner du Bitcoin avec son PC de gamer. Alors déjà, miner de l'Ethereum plutôt, parce que du Bitcoin, en fait, ça sert à rien d'essayer avec une carte graphique. La réponse est oui et non. Oui, parce que dans l'absolu, c'est vrai, mais non, parce que le coût de l'électricité en France est prohibitif. Et puis parce qu'avec une seule carte graphique, tu vas avoir du mal à t'y retrouver. Oui, au final, tu vas plus abîmer ta carte graphique qu'avoir du rendement. Mais
techniquement, c'est effectivement possible. Techniquement, ça marche, mais j'ai plus de chances de faire fondre ma carte graphique que de gagner des pas Ethers. Pas de la faire fondre, mais Pas de la faire fondre, ouais. Mais en tout cas, tu vas impacter potentiellement sa durée de vie. Ouais. Alors justement, c'était ma question d'après, c'est est-ce que c'est rentable et c'est quoi les critères de rentabilité? Comment est-ce que je sais si mon opération de minage, je sais pas si on dit comme ça, est rentable ou si au contraire il faut que j'arrête tout de suite de miner? Les calculs... Bon, alors après, c'est un métier qui s'est industrialisé, professionnalisé, donc je ne veux pas du tout parler à la place de nos utilisateurs, de mes clients qui connaissent bien mieux le sujet que moi. Mais fondamentalement, vous avez du matériel à acheter qu'il faut amortir, un coût fixe qui est extrêmement important, qui est l'électricité. Donc déjà, ces deux éléments, c'est les principaux éléments que vous devez calculer. Donc avoir accès à du matériel pas cher, le moins cher possible, de meilleure qualité possible, c'est-à-dire dont l'efficacité en fonction de sa consommation énergétique est maximum. C'est vraiment devenu une incroyable industrie, en fait, oui. à tous les niveaux. Hein. Ah bah clairement, et on va calculer le nombre de joules qu'il va vous falloir pour générer un TH, par exemple, sur le Bitcoin. Alors, en fait, c'est complètement statistique. C'est que statistiquement, en dépensant une telle quantité d'énergie, je vais pouvoir fournir une telle quantité de force de calcul, et statistiquement, je vais récupérer une rémunération en face, au regard de cette force de calcul. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Et puis en fait, ce qui est compliqué, c'est que ta variable rentabilité, tu peux la calculer à l'instant T. On est capable de dire tel matériel à l'instant T, il rapporte tant, parce qu'on a toutes les variables qui sont disponibles à l'instant T. Par contre, faire une projection dans le temps, tu dois te baser sur des variables que tu peux pas anticiper. Le cours de la crypto demain, ce qu'on appelle la difficulté de minage demain, tu peux faire des projections, mais tu peux pas l'anticiper avec certitude. Et donc à ce moment-là, tu as naturellement une zone de flou dans tes calculs de rentabilité. En tout cas, si tu raisonnes vraiment d'un point de vue purement euro. Et c'est ça qui a été très compliqué à comprendre au début pour les professionnels qui sont arrivés dans le monde du minage, c'est qu'ils voulaient faire finalement des projections financières ou des BP comme on en faisait sur le marché traditionnel, alors que c'était pas tout à fait compatible en fait avec l'activité. Donc il fallait accepter de prendre des risques, de parier sur un écosystème en croissance, mais on avait très peu de visibilité sur la rentabilité. Oui, en fait, c'est un peu comme si j'achetais un four à pain et que je faisais cuire des baguettes, mais j'ai pas la moindre idée du prix que je vais les vendre une fois qu'elles seront sorties du four, quoi. Il y a ça. Et puis il y a la notion de long terme aussi. Un mineur, il va s'inscrire vraiment dans la durée. Son but, c'est surtout de se constituer un portefeuille crypto sur du moyen long terme. Et si tu viens faire du minage pour revendre tes cryptos tous les mois, ça devient vite compliqué et assez inintéressant. Bon, très concrètement, donc ce marché s'adresse à qui? C'est qui tes clients? Alors, nos clients, principalement la puissance de calcul sur les grandes blockchains Proof of Work, Ethereum et Bitcoin, c'est des professionnels. Donc on a vraiment affaire à des professionnels qui vont investir beaucoup d'argent pour créer des fermes de minage proches de sources de production d'électricité à faible coût, avec des systèmes de refroidissement qui sont adaptés. Donc ça, c'est vraiment 60% de notre puissance de calcul sur Cruxpool. Donc les gens qui sont venus dans des émissions précédentes, là, Star Mining, eux, ils ont des fermes de minage et potentiellement, ils sont clients de chez toi, c'est-à-dire qu'ils viennent brancher leur ferme de minage, c'est-à-dire ils viennent brancher leur force de calcul sur ta pool. C'est ça, et c'est le cas. D'ailleurs, Start, son client chez Crux... Et du coup, tes clients sont basés géographiquement dans quel territoire? C'est quoi les aujourd'hui? Principalement en Europe, quand même, okay. Et en Amérique du Nord. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une redéfinition quand même de la géopolitique du minage depuis que la Chine a décidé de bannir totalement l'activité de crypto. Et la Chine, à l'époque, il y a un peu plus d'un an, produisait 60% des bitcoins. Et donc maintenant, elle en produit 0%. Et donc les États-Unis sont devenus la première terre de production de Bitcoin, avec un peu plus de 30% de part de marché. Et puis on a beaucoup de clients en Europe également. Et donc, même aux États-Unis, on peut venir brancher sur ta pool. Absolument. On dessert 3 zones géographiques principalement, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Donc en fait, c'est pas du tout comme sur les marchés financiers classiques où on essaye d'être le plus proche possible de la bourse pour avoir l'information le plus rapidement possible. Là, j'ai pas de pénalité à être plus éloigné, j'ai pas de pénalité dans la durée de transfert de l'information. Alors pour un opérateur de pool, c'est quand même extrêmement important d'être au plus proche de ses clients pour des raisons techniques, pour ne pas perdre en fait en route un petit peu de puissance de calcul qui peut devenir un pourcentage qui n'est pas négligeable au fil du temps. Et donc on a positionné nous des serveurs. Donc quand je parle des serveurs, je parle pas des serveurs qui minent, mais je parle des serveurs qui desservent
en fait nos clients. On en a positionné en Amérique du Nord exprès pour ça, et on en a un petit peu partout en Europe, effectivement, pour desservir nos clients au plus proche. Et quand tu es mineur, donc tu dois forcément avoir recours à une poule de minage aujourd'hui, sauf si tu es extrêmement gros. C'est quoi un petit peu les critères différenciatifs entre les différents acteurs de minage? C'est quoi les questions qui te posent? Comment on évalue la taille d'une poule, etc., etc. Alors, sur les principaux critères des mineurs de crypto-monnaies, et notamment les professionnels, il y en a principalement deux. Ça va être la stabilité, la qualité, en fait, de la stack, de toute l'infrastructure technique de la poule de minage, et la rentabilité. C'est les deux points clés sur lesquels un professionnel va se baser pour choisir une poule de minage. Ok, et parce que du coup, tu as un stack, tu as un track record qui permet de suivre à quel point tu as été opérationnel, le nombre de blocs que tu as suivis, etc. Alors, pour nos utilisateurs, alors nous, on a un système de répartition des rewards qu'on appelle PPS. Ça veut dire que globalement, on absorbe totalement l'aléa de la génération de blocs, puisque la génération de blocs est aléatoire. Autrement dit, la rémunération de nos clients, elle est globalement fixe et elle dépend du niveau de difficulté du réseau. On a effectivement une liste de blocs, mais elle a beaucoup moins d'intérêt pour nous que pour les poules de minage, certaines de nos concurrentes, qui ont un système de répartition des rewards qui va reporter la chance sur les utilisateurs. Alors moi je voudrais revenir sur un sujet qui m'intéresse à titre totalement personnel, mais donc moi je suis pas un gros client, je peux pas aller, si j'ai bien compris, miner du Bitcoin ou de l'Ethereum. Moi en particulier, je peux miner quoi? Ben, tu peux miner de l'Ethereum avec un investissement de 1000 ou 2000 euros. Mais ce ne sera pas rentable. Ça va difficilement être rentable en France. Il faudrait que tu puisses passer par un intermédiaire qui va héberger tes machines que tu aurais achetées. Il faut que je passe par Star Mining. Exactement. Que je mette dans leur ferme mes machines et ensuite ils seront automatiquement liés à ta poule. Maintenant, si dans mon salon demain j'ai envie d'utiliser le fameux PC de mon fils que j'évoquais tout à l'heure, avec lequel il joue à Fortnite, et la nuit d'utiliser sa carte graphique pour miner des cryptos, est-ce qu'il y en a que je peux miner? Il y en a quelques-unes que tu vas pouvoir miner, ça va dépendre du matériel qu'il y a sur le fameux PC de ton fils, mais si c'est un gamer, il aura du bon matériel, donc il va pouvoir miner. Il a 8 ans, donc je suis pas sûr. Bon, après, j'en sais rien, mais j'étais en train de suivre l'analogie là, histoire de. Mais non, mais tu vas pouvoir miner de l'Ergo, du Ravencoin, de l'ETC et de l'ETH, qui reste quand même la crypto-monnaie généralement la plus rentable en fonction du matériel. Mais après, il y a les spécificités qu'il faut regarder, comme à chaque fois, le diable est dans les détails. Alors justement, après The Merge, donc le changement qui va arriver là sur la blockchain Ethereum, qui fait qu'on va passer du minage au stacking, est-ce que ça a une incidence sur ton activité professionnelle? Ah bah oui, ça va avoir une incidence considérable. Alors heureusement, nous, on offre un panel de crypto-monnaies qui est assez large et qui va s'élargir justement pour proposer à nos utilisateurs, une fois que The Merge sera arrivé, toutes les cryptos qu'ils pourraient avoir envie de miner, et surtout les plus rentables, bien entendu. Mais ça va avoir un impact assez considérable et surtout ça va avoir des effets de bord sur toutes les autres crypto-monnaies. Parce qu'il faut bien comprendre que la puissance de calcul à l'heure actuelle présente sur Ethereum, elle représente plus de 10 fois la puissance de calcul totale de toutes les autres crypto-monnaies. Donc aucune autre crypto-monnaie va être en mesure d'absorber cette puissance de calcul une fois que l'Ethereum sera passé en proof of stake. C'est quoi ta vision du coup, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il va naturellement avoir une redistribution, ce qui va entraîner une hausse de la puissance et de la difficulté sur tous les autres pools, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir d'autres cryptos qui vont arriver, qui vont profiter de ça pour lancer des protocoles proof of work? C'est extrêmement difficile à voir, ça va créer énormément de chaos. C'est-à-dire qu'en fait, le marché du minage va être totalement déstructuré une fois que The Merge sera arrivé et va se restructurer autour de certains équilibres qu'on a du mal à anticiper à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, le stacking, alors c'est un tout petit peu technique et donc on va pas rentrer dans ces considérations aujourd'hui, mais le stacking ne nécessite pas de force de calcul et donc on va se retrouver avec des ordinateurs qui avant moulinaient pour miner de l'Ether et qui demain vont devoir tous se reporter sur d'autres cryptos, qui sont des plus petites cryptos, et donc faire monter considérablement la force de calcul nécessaire sur ces autres cryptos. C'est exactement ça. C'est exactement ça, rendant ces crypto-monnaies de facto pas rentables du tout pour les mineurs. Donc il va falloir que les prix de ces cryptos augmentent. C'est ça. C'est la seule condition
si jamais cette puissance de calcul pourrait être absorbée par d'autres cryptos qu'Ethereum. Et est-ce que c'est de nature à voir la valeur de ces cryptos augmenter en 12 secondes? Parce qu'après, il faut qu'on en tête. Oui, c'est tout à fait de nature à voir la valeur de ces cryptos augmenter en fonction, en fait, d'où les mineurs vont se positionner. C'est absolument passionnant. Thibaut, le mot de la fin? Alors juste pour repréciser aussi, c'est que ça concerne Ether, mais ça concerne pas Bitcoin du coup, parce que toutes les blocs, toutes les cryptos ne se minent pas de la même manière, ne travaillent pas sur les mêmes algorithmes, donc Bitcoin ne sera pas touché par The Merge. Eh bien voilà, vous savez tout. Merci beaucoup Thibaut de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets passionnants. Nous nous retrouvons tous les deux la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Merci beaucoup Julien, c'était super intéressant. Retrouvez-nous donc chaque semaine à l'antenne de Sud. Ici nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces sujets de crypto vont changer notre monde. Et en attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio ou de Parlons Crypto, chaîne auquel vous ne manquerez pas de vous abonner. À la semaine prochaine Thibaut. À la semaine prochaine. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.